Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode particulier puisque nous allons parler de démographie médicale avec Guillaume Chevillard. Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors Guillaume, tu es chercheur à l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé, et tu es géographe et spécialiste justement des questions d'accessibilité aux soins. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi consiste ton métier ? Oui, bien sûr. Alors, je suis chercheur donc à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. C'est un groupement d'intérêt public, un GIP, qui est financé donc par l'assurance maladie, l'État et d'autres acteurs publics. Je travaille principalement avec mes collègues sur les questions d'accessibilité aux soins, de localisation géographique des soignants. Et donc, je m'intéresse dans mes travaux actuels ou en cours aux médecins généralistes, évidemment, aux spécialistes, mais aussi aux infirmières libérales et aux sages-femmes. Ok, donc sur tous les leviers qui peuvent exister pour améliorer l'offre de soins en France, notamment ? Exactement, c'est une des grandes questions un petit peu fil rouge qu'on a dans nos travaux, c'est d'analyser comment évolue, on va dire, l'accessibilité d'un point de vue géographique aux médecins et aux autres soignants et de voir les mesures qui ont été déployées par les pouvoirs publics, si elles produisent des effets ou non. Et donc, on a un certain nombre de travaux dont on reparlera qui visent justement à voir qu'est-ce qui marche pas dans ce qui a été déployé. D'accord. Alors c'est un sujet éminemment vaste, évidemment. Nous, on va essayer d'expliquer un maximum de choses, notamment de comment est-ce que vous cherchez à améliorer les choses. Ça repose sur des études, ça repose sur des travaux, et c'est précisément ton métier, ton quotidien de mener tous ces travaux. Pour commencer, quelle est la démographie médicale actuelle en France ? Alors, la démographie médicale, il faut la décomposer peut-être avec ces deux principales composantes que sont les médecins spécialistes de médecine générale et puis les autres médecins spécialistes. Quand on regarde l'ensemble des médecins et qu'on le rapporte à la population, si on compare aux pays de l'OCDE, la France est en dessous de la moyenne. On va dire en moyenne 3,3 médecins pour 1000 habitants, quand la moyenne des pays de l'OCDE est à 3,6. Et il faut savoir que notre rang diminue au fil des années. Donc on va dire, une raréfaction de l'offre plus forte en France, ou en tout cas l'offre médicale progresse moins vite que dans les autres pays. Mais ce chiffre brut, il est à décomposer, je vous le disais, selon qu'on s'intéresse aux généralistes ou à d'autres spécialités médicales. Et aussi, il est à mettre en regard avec aussi les rôles que peuvent avoir les autres soignants, les infirmières, les kinés, etc., dans le système de soins. Donc voilà, c'est un chiffre qui permet de situer, mais qu'il faut prendre avec, on va dire, précaution pour comparer aux autres pays. Ça veut dire quoi le rôle des autres paramédicaux et médicaux ? En quoi ils peuvent influencer une démographie ou une population médicale ? En fait, leur rôle va surtout permettre d'ajuster le nombre de patients que peut traiter un médecin généraliste, un médecin traitant. Donc, pour vous donner un exemple, en France, vous avez à peu près en moyenne, on va dire, pour un médecin généraliste, 1200 patients médecins traitants. Et dans d'autres pays, ça peut être 3 ou 4000 patients qui sont vus par le médecin. C'est pas parce qu'ils travaillent plus, c'est juste qu'en fait, ils sont organisés différemment. Les infirmières vont avoir d'autres tâches, d'autres missions, Okay. etc. On peut parler des IPA, infirmières en pratique avancée. Elles vont modifier cette façon de raisonner avec un patient par médecin en tant que médecin traitant. Les chiffres vont évoluer justement avec cette nouvelle profession notamment, tu penses ? Alors, ça fait partie des leviers potentiels. Alors, on y reviendra aussi sûrement. On est actuellement, pour les médecins généralistes, dans un contexte de raréfaction, on va dire, de l'offre médicale qui va durer encore quelques années. Et dans les priorités politiques du moment, il y en a deux. Il y a celle de faire en sorte qu'il y ait plus de médecins dans les déserts médicaux, mais aussi de manière générale, il y a l'idée d'augmenter du temps médical. Et les infirmières de pratique avancée, justement, viennent dans cette deuxième politique avec l'idée de libérer un peu de temps médical pour les médecins. Donc concrètement, elles ont des missions un petit peu élargies par rapport aux infirmières et donc elles vont avoir
dans un contexte précis qui est défini dans la loi RIST, donc qui est celui de l'exercice coordonné en maison de santé. Elles vont avoir donc des missions plus larges que les infirmières. Elles vont par exemple pouvoir renouveler des ordonnances, des choses comme ça. Et elles ont des missions supplémentaires qui en fait permettent de voir un peu moins le médecin généraliste traitant, mais c'est dans un cadre, je vous le disais, bien défini. Et donc ça fait partie des leviers possibles pour libérer du temps médical et réorganiser les soins de premier recours. Ok. Bon, Action qui a eu bien des critiques et des remarques, on verra comment ça évolue. Il y a toujours cette crainte des médecins, il y a toujours cette crainte des médecins de perdre de vue leurs patients, de ne les voir que pour des moments compliqués. Et en tout cas, des retours que j'ai, la crainte, c'est de ne plus voir les gens quand ils vont bien, parce que c'est aussi ça de la médecine, de savoir quand les gens vont bien et de savoir dépister et déceler le moment où ça va un peu moins bien. Et c'est la tâche du médecin généraliste et parfois elle est un peu difficile. Ok, côté démographie médicale, côté spécialité, est-ce qu'il y a des spécialités qui sont en tension particulièrement ? Oui, on en a parlé. Alors évidemment, il y a la médecine générale, je vous l'ai dit. L'offre diminue depuis 2010 et ça va durer jusqu'à la fin de la décennie, pour faire simple, et après l'offre va augmenter de nouveau sous les effets du numerus clausus notamment. Il y a d'autres spécialités médicales pour lesquelles vous avez des difficultés, même si quand on regarde les autres spécialités médicales dans leur ensemble, les effectifs croissent depuis la fin des années 90 de manière continue et assez soutenue, mais c'est pas le cas pour chacune des spécialités. Donc vous avez évidemment des spécialités qui sont un peu plus en tension que d'autres, et pour lesquels il y a des délais d'attente donc qui sont plus importants pour les patients. C'est le cas par exemple pour les ophtalmologistes, c'est le cas pour les gynécologues, pour les ORL notamment, qui sont des spécialités où il y a un déficit plus structurel de soignants. D'accord. Tout le monde est à peu près au courant de pourquoi il y a un déficit de démographie médicale. C'est ce fameux numerus clausus qui a été drastiquement restreint dans les années 90, tout ça pour tenter de limiter les dépenses, parce que si on réduisait le nombre de médecins, on réduirait du coup le nombre de prescriptions. Bon, ça n'a pas été visiblement ce qui s'est passé. Les médecins ont disparu, mais les prescriptions sont restées comme elles étaient, c'est ça ? Oui, alors tout à fait, vous avez des travaux un peu plus... c'est bon, le numerus clausus, c'est évidemment, on va dire, le péché originel qui est largement responsable, mais pour la plus grande partie de la situation actuelle de raréfaction de l'offre. Faut aussi dire quand même, vous avez Marc Desplaudes qui a beaucoup travaillé là-dessus. Le numerus clausus, quand il a été mis en place, ça convenait certes à l'assurance maladie et à l'État. Donc dans les années 70, l'idée c'était de se dire... il y aura moins de médecins, moins de dépenses. Et on s'est rendu compte par la suite, grâce à des travaux, qu'en fait, moins de recours, c'est des dépenses plus tardives et beaucoup plus coûteuses à l'hôpital, etc. Donc c'était une aberration. Et il faut aussi dire quand même qu'à l'époque, ça arrangeait aussi les médecins. Donc je vous renvoie aux travaux que je vous ai évoqués, puisqu'en fait, moins de médecins, c'était moins de concurrence et plus de revenus. Donc il y avait à l'époque, dans les années 70, un consensus là-dessus. Et en effet, depuis le début des années 2000, alerté par les premières projections du ministère de la Santé, il y a eu une ouverture progressive, mais peut-être pas assez importante, du numerus clausus. Donc pour rappel, on formait au milieu des années 90 à peu près 3500 médecins. Et désormais, on en forme à peu près 10 000 par an. D'accord. Moi, quand j'entends parler de la nécessité d'augmenter le numerus clausus, c'est que, je ne sais pas si tu as des pourcentages de majoration annuelle moyenne, mais les gens se plaignent que les admissions ne soient pas explosées. Il y a aussi la nécessité et la problématique d'accueil des étudiants admis en deuxième année. Moi, je me souviens de mon externat, on était dans des salles de TD totalement complètes. Quand on allait en stage... on était 5, 6, 7 externes par interne. Donc, il faut aussi parler de ce côté pratique. À la sortie du concours, il y a une problématique aussi d'accueil. Bien sûr, et c'est un des gros enjeux d'augmenter les capacités de formation plus largement des facultés de médecine. On ne peut pas le faire d'un coup, ça doit se faire progressivement. Donc, cette augmentation du numerus clausus, ça s'est faite par petites marches d'escalier progressives. Plus récemment, il y a eu en 2019 la suppression du numerus clausus, remplacé par
un numerus apertus, mais qui met pas du tout de côté la question que vous avez évoquée de cette capacité de formation, des bonnes conditions de formation des étudiants. Donc c'est pas parce qu'on supprimait le numerus clausus que d'un coup on allait former 20 000 médecins par an, c'est pas possible. Évidemment, il faut des locaux, il faut des enseignants, des professeurs, il faut des encadrants, il faut des maîtres de stage, il faut tout ça. Donc évidemment, ça ne se fait pas comme ça d'un coup. Donc c'est assez compliqué et c'est un levier de long terme, évidemment, la formation médicale. Donc on en voit les effets 10-15 ans plus tard quand on fait une politique dessus. Ok. Concernant le territoire, est-ce qu'on a des chiffres sur quelle est la région ou le département la plus problématique, toujours face à ce nombre d'habitants, évidemment, en comparaison à des régions qui, elles, pour le coup, seraient plus favorisées ? Alors oui, il y a un indicateur qui est utilisé. Alors quand on s'intéresse aux médecins généralistes en particulier, qui sont les médecins traitants, la porte d'entrée, une des portes d'entrée dans le système de soins, on utilise un indicateur, donc l'accessibilité potentielle localisée, l'APL, qui, pour faire simple, vous donne un nombre potentiel de consultations disponibles par habitant et par an, par commune. Et donc, en fait, cet indicateur, il est calculé au niveau national et il vous donne, en fait, pour faire simple, les territoires dans lesquels vous avez la meilleure accessibilité potentielle aux médecins généralistes et ceux pour lesquels vous avez la plus basse. Et donc, cet indicateur, il permet d'identifier les fameux déserts médicaux, qui sont les endroits où il y aura des aides à l'installation pour les médecins. Et il permet de voir les territoires les mieux dotés, les régions les mieux dotées. Donc, pour répondre à ta question, les régions les plus problématiques en France métropolitaine, c'est paradoxalement l'Île-de-France, dans laquelle il y a le plus de population concernée, la région Centre-Val de Loire, et de l'autre côté, dans les régions les moins problématiques, entre guillemets, vous avez la région PACA, par exemple, qui a un ratio de médecins parmi les plus élevés. Alors, même si ce ratio est élevé, ça reste des déserts médicaux quand même ou pas ? Est-ce qu'on peut dire que dans tous les cas, même si la région va mieux que d'autres, on est sur un déficit ? C'est dur à dire. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que ils voient se profiler les problèmes qu'ont connus d'autres régions qui sont plutôt devant eux. Ils ont beaucoup de médecins rapportés à la population, par exemple en PACA, mais ils ont aussi beaucoup de médecins âgés, proches de la retraite, qui vont partir d'un coup. Ce qu'ont connu déjà d'autres régions. Donc en fait, ils ont plutôt des problèmes devant eux. Ça fait pas d'eux un désert médical, on va dire, à l'échelle régionale, mais ça n'exclut pas que à l'échelle de la région, dans des territoires ruraux localisés, reculés, vous ayez des problématiques d'accès aux soins. Voilà, mais de manière générale, ce qu'on peut dire de ce phénomène de raréfaction et de déserts médicaux, c'est qu'en fait, c'est le phénomène de raréfaction que je vous décrivais pour les médecins généralistes. Il a commencé dans les années 2010. Il a surtout concerné au départ les zones rurales qui étaient moins attractives, moins dotées en médecins. Et désormais, c'est un phénomène qui concerne tous les territoires, y compris les grandes villes, dans lesquelles ça devient difficile pour les nouveaux habitants qui viennent s'installer, par exemple, de trouver un médecin traitant. Donc à Lille, à Paris, à Toulouse, notamment. Ok. Est-ce qu'il y a une spécialité et une région qui vont bien, ou en fait l'accès est ok, la spécialité est dans le vert, on a ça en France ou pas du tout ? Tout est dans le rouge. Alors c'est une bonne question, mais c'est assez difficile de répondre. Pour la médecine générale, qui est quand même au centre de beaucoup d'attention, c'est dur de dire qu'on a vraiment des territoires où tout va bien. Alors on a évidemment des territoires qui sont mieux dotés, les littoraux atlantiques, les littoraux méditerranéens. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un super accès, mais on va dire que comparé aux autres territoires, l'accès est meilleur. Donc il est meilleur, ça on peut le dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un super accès. Donc dans ces territoires-là, c'est moins problématique, c'est une évidence, et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière, on va dire, assez cohérente avec d'autres professionnels de santé, les sages-femmes, les kinés, les infirmières et d'autres spécialités médicales qui sont, pour faire simple, davantage localisées dans ces zones attractives, mais aussi davantage localisées dans les grandes villes. Et donc les laissés pour compte, en général, sont plutôt les territoires les moins attractifs, donc pour faire simple, les zones rurales ou les zones urbaines un peu défavorisées. D'accord. Tu es donc chercheur, tu cherches des solutions. Quels sont les principaux leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer ? Alors, je vous disais, pour les médecins généralistes surtout, il y a des politiques qui ont été déployées depuis maintenant 20 ans à peu près, depuis les années 2005.
Il y a ce qui a été fait dedans, il y a ce qui fonctionne et fonctionne pas, on va y revenir, et puis il y a tout ce qui reste à faire pour améliorer la situation actuelle et à venir, puisque je vous le disais, la raréfaction va continuer. Il y a 2 cibles de la politique publique, pour faire très simple. Une série de mesures qui visent à réduire les écarts entre les territoires, donc attirer des médecins dans les déserts médicaux. Et il y a une autre famille de mesures qui vise à libérer du temps médical dont on a un peu parlé. Donc c'est vraiment sur ces 2 leviers que jouent les pouvoirs publics. Alors au départ, on a surtout cherché à améliorer la répartition géographique en attirant les médecins dans les déserts médicaux, alors via des incitations financières. C'est par exemple le fait d'avoir des exonérations fiscales dans certaines zones du territoire, d'avoir des contrats d'aide à l'installation de l'assurance maladie, des aides des collectivités territoriales. Donc ça, c'était, on va dire, des aides financières. On commence à avoir un recul là-dessus, ça, c'est efficace ou pas ? Alors, on a un recul certain, mais on a, il faut le dire, pas d'évaluation au sens scientifique du terme, c'est-à-dire avec des cas, des témoins, une période avant et après la politique qui permet de, on va dire, d'imputer le changement de démographie médicale à une politique qui a été déployée. Donc ça, ça n'existe pas en France, ça n'a pas été fait, on a des travaux en cours là-dessus, mais ce dont on dispose, c'est des bilans qui émanent soit de la Cour des comptes, soit du Sénat, et qui, pour faire simple, montrent que les incitations financières, elles ont plutôt coûté de l'argent pour des résultats soit modestes, soit décevants. Mais ce ne sont pas des vraies évaluations au sens strict. Voilà pour ces incitations financières. On a autre chose en creux qui permet de le regarder. C'est un panel de médecins généralistes, le panel de l'adresse et de l'ORS PACA, qui est un panel représentatif des médecins généralistes libéraux à qui on pose un certain nombre de questions. Et il y avait un volet de questions qui portait sur leur choix de localisation. On leur demandait qu'est-ce qui joue quand vous vous installez dans votre territoire. Et donc, ce qui revenait en premier, c'était les attaches familiales, la présence de services sur le territoire, le fait de pouvoir exercer en groupe. Ça, c'est ce qui jouait le plus. Et par contre, ce qui jouait le moins, c'était justement les incitations financières. Donc, ça permet de dire que c'est un levier qui est peu plébiscité par les médecins et sur lequel, en plus de ça, on n'a pas vraiment d'évaluation. D'accord. Voilà pour les incitations financières. Un autre levier, c'est celui des conditions d'exercice. Donc, le pari, c'est de dire on va attirer les médecins dans les zones où il manque de médecins en améliorant leurs conditions de travail. Et l'outil là-dessus qui a servi à déployer cette politique, ce sont les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et là, justement, avec mes collègues, on a travaillé sur cette question. On a fait une évaluation de ces maisons en comparant en fait les territoires qui en ont à des territoires similaires qui n'ont pas de maison de santé. Et on a regardé en fait comment évoluer la démographie médicale et aussi les installations des jeunes médecins. Et donc, pour faire simple, dans l'ensemble, on voit qu'il y a toujours une évolution plus favorable dans les territoires avec maison de santé. Et en particulier, quand on regarde les installations de jeunes médecins, et ça vaut aussi pour les zones rurales les moins attractives, ce qu'on appelle les marges rurales, dans lesquelles on voit quand même que malgré tout, même si l'évolution de l'offre médicale est défavorable, eh ben, là où il y a des maisons de santé, on observe quand même des installations de manière assez significative et importante comparée à des territoires similaires qui n'ont pas de maison de santé. Donc on a là un levier qui fonctionne, qui permet d'attirer des jeunes médecins dans les territoires peu attractifs, mais ça fonctionne dans le contexte que je vous ai dit de raréfaction médicale. Donc ça ne suffit pas à l'heure actuelle à contrer le choc d'offres lié à la baisse du numerus clausus, quoi. D'accord. C'est OK pour les leviers de ce côté-là. On peut passer au levier qui amène du temps médical, c'est ça ? Ouais, complètement. Peut-être juste, j'en ai oublié un qui est important, mais on a fait des travaux récents avec l'Ordre des médecins sur les médecins diplômés à l'étranger, donc qui pour faire simple, on a regardé où s'installaient les médecins diplômés en France entre 2007 et 2017 et on a comparé à ceux qui sont diplômés à l'étranger. Et on voit qu'ils ont des logiques d'installation complètement différentes. Donc ceux diplômés en France, par exemple, sont 10% à s'installer dans ces marges rurales, ces territoires peu attractifs, et c'est 40% pour les médecins diplômés à l'étranger. Alors certes, avec des effectifs modestes, on est autour de 850 inscrits sur les 10 ans dont je vous parlais. Mais localement, ces médecins diplômés à l'étranger contribuent à apporter une offre supplémentaire en de médecins généralistes, quoi. Ok.
Voilà Ok. pour les mesures sur la répartition géographique. Et une dernière, mais qui se pose, puisque ça revient souvent quand même, dans le débat politique, c'est celle de est-ce qu'il faut contraindre les médecins au moment de leur installation, limiter leur installation dans les territoires les mieux dotés, puisque c'est un principe qui existe par exemple pour les infirmières libérales. C'est ce qu'on appelle la régulation de l'installation. Et donc les infirmières libérales ne peuvent pas s'installer dans un territoire qui est considéré comme trop doté ou mieux doté. Ça existe Et- pour les kinés aussi. Et ça existe pour les kinés, tout à fait, les Mhm. sages-femmes. Et donc, on a regardé pour les infirmières libérales, et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ce zonage, il permet bien de réduire les inégalités territoriales en limitant en fait les installations dans les zones les mieux dotées. Mais la différence avec les médecins généralistes, c'est que vous avez des effectifs d'infirmières libérales qui croissent depuis une vingtaine d'années à peu près, et de manière soutenue. Donc, c'est un levier qui est pertinent et positif dans ce contexte-là. En revanche, pour les médecins, on ne sait pas, dans un contexte de raréfaction, si ce serait autant efficace. Mhm. Ouais, dynamique pas strictement superposable. Complètement, ouais. Ok. Donc, pour libérer du temps médical, cette fois-ci, on a parlé tout à l'heure donc des IPA qui visaient à donner plus de temps aux médecins pour de la médecine de gravité ou des choses qui concernent un vrai examen médical approfondi, etc. Qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, il y a pas mal de choses, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un levier, on parlait tout à l'heure d'autres leviers, alors il faudra revenir c'est tout à l'heure la suite, mais sur la formation, mais là on est sur un levier, on va dire, de court terme, qui permet de libérer du temps médical et de faire face à ce choc d'offres dont on a parlé. Donc vous avez, on va dire, ça vise à réorganiser les soins et l'organisation des soins de premier recours, alors soit autour de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions, missions des soignants. Donc vous avez par exemple les assistants médicaux où là le but c'est de libérer du temps administratif au médecin, à charge pour le médecin de décider ce que fera l'assistant médical qui recrute, si c'est la prise de constante, prise de rendez-vous, remplir le dossier du patient, aider au déshabillage s'il y a des enfants, etc. Là, il y a plein de choses à évoquer, mais c'est un petit peu trop complexe concernant leur rémunération. Tu en sais peut-être quelque chose ou pas? Non, là, pas spécialement, pas plus que ça, mais en tout cas, ça fait partie des leviers proposés par l'assurance maladie, justement, pour libérer du temps médical dans les médecins, dans les zones où on manque de médecins. D'accord. Mais se pose évidemment la question, pour les médecins qui exercent dans ces zones, de la capacité à rémunérer Mhm. et à recruter, justement, des assistants médicaux par rapport à leur activité et voir si c'est faisable. Donc ça, c'est une solution, on va dire, administrative. Après, vous avez des solutions organisationnelles qui touchent plus soit à l'organisation des soins, soit aux compétences des autres soignants. Donc voilà, ce qui relève des compétences des autres soignants, par exemple, vous avez ce qui a été fait récemment depuis quelques années pour les pharmaciens, dont on élargit les missions et les tâches. Les pharmaciens, depuis quelques années, peuvent par exemple vacciner contre la grippe en période de grippe saisonnière. Plus récemment, ils ont aussi de nouveaux actes qui peuvent faire. Donc ça, c'est autant de choses que n'ont pas à faire les médecins généralistes, qui leur fait gagner du temps. On a parlé en début d'émission des IPA. On a aussi une expérimentation qui est en cours, qui est la conséquence de la loi RIST, qui est celle de l'accès direct pour les masseurs kinés, qui est expérimentée dans quelques départements. Donc l'idée, c'est de voir ce que ça fait, cet accès direct, qu'est-ce que ça produit, en évitant donc de passer par la case médecin traitant. Donc ça, c'est en cours et on verra ce que ça donne. Et puis, on a parlé évidemment des infirmières de pratique avancée tout à l'heure. Après, il y a des innovations organisationnelles, c'est-à-dire dans une structure de soins donnée, on s'organise différemment. C'est par exemple, il y a 2 exemples intéressants pour lesquels des collègues ont fait des travaux assez poussés d'évaluation. Ce sont les binômes infirmières azalées médecins généralistes et l'exercice coordonné en maison de santé. Donc pour les binômes infirmières azalées médecins généralistes, ça permet aux médecins généralistes qui travaillent avec une infirmière azalée et qui suivent des patients avec des maladies complexes au long cours, de donner une partie du suivi de ces patients complexes aux infirmières libérales. Donc concrètement, pour un diabétique, plutôt que de le voir 10 ou 12 fois dans l'année, le médecin généraliste va le voir 3 fois et l'infirmière le verra les autres fois. Donc ça permet de libérer autant de temps. Voilà pour les infirmières azalées. Et donc, en moyenne, pour les évaluations qui ont été menées,
on voit que des médecins généralistes qui travaillent en binôme azalée, comparé à des médecins similaires, ils voient 10% de patientèle en plus. Voilà. D'accord. Et deuxième levier, c'est l'exercice coordonné en maison de santé, où là, les médecins généralistes exercent en groupe, dans un cabinet de groupe pluriprofessionnel avec des infirmières, des kinés, des sages-femmes, etc., qui ont des réunions de coordination, qui vont suivre les patients, on va dire, de manière un peu plus transversale. On se rend compte là aussi que dans ces structures, qui, je vous le rappelle, permettent d'attirer aussi des jeunes médecins dans les déserts médicaux, on se rend compte que dans ces structures, l'organisation des soins permet aux médecins généralistes, là aussi comparé à des médecins similaires qui ne travaillent pas en maison de santé, de voir davantage de patients. Donc on a 2 leviers très intéressants, là, organisationnels, qui permettent de libérer du temps médical, qui permet de voir davantage de patients. D'accord. Ok. Sachant que tout ce que tu es en train d'évoquer, ça peut effrayer certains, notamment médecins généralistes, parce que, encore une fois, ils peuvent avoir le sentiment que l'activité leur échappe, que l'activité va être modifiée dans son contenu. J'entends tes explications et les leviers. De l'autre côté, il y a de l'incertitude et un peu de crainte côté médecin généraliste de ce que leur profession va devenir. Ça, vous entendez les plaintes ou vous avez des retours, notamment par les syndicats peut-être pas toi de ton statut? Tu as en effet des retours à la fois des syndicats des internes ou des étudiants en médecine et des syndicats de médecins. Et concrètement, le combat, donc là c'est le rôle des syndicats d'alerter sur les propositions de loi, ce qui va et ce qui ne va pas. Et concrètement, par exemple, le rôle des syndicats, ça a été dans le cadre de la loi RIST, ça a été de faire en sorte que les infirmières de pratique avancée ne puissent pas avoir une consultation en accès direct ou des renouvellements d'ordonnances à partir du moment où elles sont inscrites dans une communauté professionnelle territoriale de santé, les CPTS, parce que c'est encore quelque chose d'assez pas forcément structuré. Et donc ce que voulaient les syndicats de médecins, c'est que ce soit dans le cadre plus structuré d'une maison de santé où il y a un exercice coordonné et un médecin traitant, médecin généraliste. Donc, voilà un exemple. La CPTS, c'est l'ensemble du tissu des gens qui travaillent ensemble dans une région donnée. Voilà, c'est un peu impalpable, mais c'est en fait... Ça peut être ça. C'est, on va dire, un niveau au-dessus des maisons de santé, mais on n'a pas encore beaucoup de recul sur les CPTS. L'idée, c'est ça, mais vous pouvez avoir des moments où, en fait, une maison de santé qui a un projet territorial... bien implanté, maison de santé qui peut avoir des antennes. Vous avez parfois une imbrication totale entre une maison de santé et un CPTS. Voilà. Et parfois, vous avez une CPTS avec plusieurs maisons de santé. Donc, ça peut être... là, se pose la question de comment ça va s'articuler. Voilà. Mais c'est en effet 2 organisations différentes des soins de premier recours. Là, mais pour les CPTS, on a vraiment une logique territoriale de prise en charge des patients sur un territoire. De la population, pas des patients. On a peut-être perdu les moins aguerris sur les termes de santé. Sur les CPTS. Ok. Et donc, on a dit tout ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour améliorer l'offre de médecine générale sur le territoire ? Un des enjeux pour continuer, on va dire, d'améliorer l'accès aux médecins généralistes demain, ça va être d'améliorer la répartition géographique des médecins, en plus des leviers dont on a parlé déjà. Financiers, maisons de santé, médecins, recrutement de médecins diplômés à l'étranger, etc. Donc il y a un levier qui est vraiment sous-exploité en France, c'est celui de la formation des médecins, un levier de long terme et de moyen terme, avec 2 moments importants, la phase de recrutement des étudiants en médecine et les phases d'exposition à des territoires variés lors des stages. Et justement, ce levier-là, en France, il est sous-exploité. Pourquoi ? Parce que, comparé à d'autres pays, on est un petit peu en retard. Vous avez par exemple, à l'étranger, en Australie, au Canada, au Japon, un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a un lien assez fort entre l'origine géographique des étudiants et là où ils s'installent. Donc, pour faire simple, un étudiant qui vient de zone rurale a plus de chances, de probabilité de s'y installer et d'y rester qu'un autre étudiant. Et donc ça, en France, on ne l'a pas tellement documenté. À l'étranger, c'est davantage documenté et vous avez
des pays qui ont des politiques un peu plus agressives, entre guillemets, au moment du recrutement pour avoir davantage d'étudiants ruraux. En France, donc, je disais, on est en retard sur l'utilisation de la formation pour améliorer la répartition géographique future des médecins. Donc, il y a 2 moments qui peuvent être intéressants. C'est le recrutement, donc faire en sorte qu'on ait davantage d'étudiants issus de zones rurales, parce qu'on sait, à partir d'expériences étrangères, que les étudiants issus de ces zones ont davantage de chances de s'y installer et d'y rester. Et le deuxième levier, c'est l'exposition lors des stages, donc faire en sorte qu'il y ait davantage de stages dans des territoires variés, ruraux, urbains, périurbains, etc., urbains défavorisés, pour aussi favoriser la connaissance de ces territoires par les étudiants. D'accord. Et pour vous donner un exemple, vous avez par exemple depuis 2019 l'obligation dans la loi de faire un stage dans une zone déficitaire, mais c'est pas forcément quelque chose qui est encore proposé par toutes les facultés, alors qu'on sait que ça peut être un levier parmi d'autres pour améliorer la répartition géographique future en faisant pourquoi pas naître des vocations suite à ces stages-là. Ouais. Moi, d'expérience, c'est vrai que je vois la façon dont on choisit nos terrains de stage. Alors, on en a discuté dans d'autres épisodes. Le classement à l'intérieur de la promo influence ce choix. Les premiers vont choisir le terrain de stage qu'ils veulent et les derniers de la promo subissent parfois leur choix. Et se questionnent de est-ce que le dernier qui va être envoyé dans un terrain de stage qu'il n'a pas choisi, même s'il est en ruralité, est-ce que le coup de cœur sera présent ou est-ce que le fait qu'il soit un peu imposé d'aller là-bas, je sais pas, d'expérience, plutôt des amis qui vont plutôt en reculant que finalement un coup de cœur assuré, quoi. Et justement là-dessus, je pense qu'un des enjeux pour bien comprendre et peut-être démêler le stage subi du stage choisi, une des réponses, c'est de justement lier un petit peu un recrutement diversifié qui permettrait d'avoir davantage d'étudiants issus de zones rurales ou de quartiers urbains défavorisés à l'exposition de ces stages. C'est-à-dire, il faut qu'on ait davantage d'étudiants potentiellement intéressés pour faire des stages en zone rurale et pour lesquels ces stages auront probablement plus d'effet. Parce que comme vous le dites, si on n'a que des étudiants urbains qui rechignent à y aller, on sait a priori que ces stages auront peu d'effet ou de manière marginale. Donc il faut vraiment augmenter le pool potentiel d'étudiants. Alors moi j'ai une idée à ce sujet. Un étudiant qui est non bordelais, non toulousain, non parisien, non montpelliérain, il doit, pour devenir médecin, partir dans la grande ville de la région. Et est-ce que une délocalisation, alors ça semble très 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 compliqué, il y a aussi l'enjeu d'avoir des propositions de sujets équivalents, donc en termes d'organisation plutôt difficile, mais moi je pense à ce que des étudiants puissent passer le concours de première année proche de chez eux, de là où ils ont grandi, pour pas qu'il y ait cette rupture avec leur ville d'origine, et puis pour que ceux qui sont pas forcément emballés de partir loin et donc de ne pas faire médecine au final, puisqu'il y a une rupture et ils disent non, je pars pas dans la grande ville, je passerai pas le concours, pour maintenir et pour leur faire aller dans le cursus médical, pourquoi pas ne pas délocaliser les concours et les mettre dans différentes villes départementales, de villes de grandeur moyenne, pour ne pas perdre ces étudiants-là venant de ruralité. Complètement, ça peut être alors c'est une très bonne idée, une très bonne question, et c'est justement le sens de certaines expérimentations. Alors ça peut se passer au moment de la faculté. Vous avez des universités qui ont mis en place des passes ou des LAS délocalisés. Donc ça c'est le concours de première année. Voilà, pour la première année. Et donc vous avez par exemple l'exemple de Nevers, vous avez l'exemple du Havre. Donc il faudra voir dans quelques années qu'est-ce que ça produit, c'est-à-dire est-ce que les étudiants qui ont étudié là ont réussi aussi bien que les autres? Est-ce qu'ils réussissent mieux ou pas? Est-ce qu'ils auraient dû partir où? C'était sinon, par exemple, pour quelqu'un qui habite dans la Nièvre, il doit aller à Dijon. D'accord. Pour quelqu'un qui habite au Havre, il doit aller à Rouen. Alors, c'est moins loin, mais vous avez des choses comme ça. Vous avez aussi des antennes délocalisées, si je dis pas de bêtises, du côté de Pau.
et également du côté d'Angoulême, il me semble. Donc s'appuyer sur les villes moyennes avec des universités, ça peut être intéressant pour justement augmenter le vivier, on va dire, local d'étudiants et diversifier les profils géographiques des étudiants. Donc ça, c'est une vraie piste et c'est déjà entamé par certaines universités. Après, il faudra voir encore une fois ce que ça produit. Et encore une autre piste, ça qui est plus, qui est peut-être un peu moins avancée, mais qui a été repris dans la loi Valtou, c'est celle des filières santé au moment du lycée, donc dans des lycées ruraux, de faire des filières santé pour faire connaître les études médicales aux lycéens ruraux et deux, faciliter leurs chances de réussite au moment du concours et donc faire en sorte qu'il y ait davantage d'étudiants issus de ces zones qui le réussiraient et qui reviendraient plus tard au bercail. Ouais, parce que le constat, c'est un peu qu'à l'intérieur des études médicales, il y a quand même une grosse part de citadins, et donc ces citadins qui arrivent du centre-ville, de la grosse ville de la région, on va pas leur demander, ils en ont pas envie de partir en ruralité, alors que d'autres qui n'ont pas pu intégrer ces études, ou qui n'ont pas voulu aller encore une fois, dans la ville un peu grande à distance de chez leurs parents, de là où ils ont grandi, ça pourrait être un moyen de les faire rentrer dans le cursus, et eux, en revanche, étant des ruraux, reviendraient franchement et avec plaisir en zone rurale. Moi, je pense aussi à un biais qui est que lors des ECN, quand on choisit notre spécialité, alors il y a la médecine générale qui est choisie un peu secondairement par rapport aux autres spécialités, mais je pense que finalement tous les postes sont quand même pris, je pense, de médecine générale. Il y a le rôle de la rémunération du médecin généraliste, pour que un médecin généraliste ne soit pas celui qui va dans l'une des spécialités les moins rémunératrices. À ce sujet, on enregistre aujourd'hui et il y a eu une nouvelle convention qui vient précisément d'être signée entre l'assurance maladie et les syndicats des médecins libéraux, avec une majoration de certains tarifs et de certains honoraires médicaux. La consultation médicale va passer à 30 €, le gynécologue va passer à 40 €. En pédiatrie, il va y avoir une majoration 39 € en décembre, puis 40 € pour les enfants de moins de 2 ans. Donc, en tout cas, là, je parlais de la pédiatrie et de la gynécologie, mais en tout cas, côté médecine générale, il y a aussi une attraction nécessaire sur sa rémunération directement à l'acte, en fait, parce que c'est une spécialité qui souffre aussi de ce manque d'attractivité rémunératrice. Est-ce que des choses elles sont en cours puisqu'elles viennent d'être signées, mais est-ce que c'est montré ? Est-ce qu'il y a des études qui peuvent montrer ça ? Oui, alors il y a plusieurs choses, mais ce qui fait que la médecine générale est une spécialité attractive pour les étudiants, c'est que déjà c'était une spécialité plus courte, puisque c'est 3 ans l'internat. Alors c'est plus le cas désormais puisqu'il y a la 4e année qui va être instaurée. Mais ça participait aussi à l'attractivité de cette spécialité qui, depuis 4 années, fait quand même le plein aux ECN, c'est-à-dire que tous les postes sont pourvus, ce qui est récent et qui montre, qui peut en tout cas témoigner d'une forme de plus grande attractivité relativement à avant de la médecine générale. On a eu Marie qui était major des ECN 2021 et qui a choisi la médecine générale, donc c'était aussi symboliquement quelque chose de sympa. Bravo à elle. Mais donc ça participe de l'attractivité, mais évidemment que la rémunération et donc les revenus attendus par les futurs médecins généralistes, ça joue, même si encore une fois, dans les études qu'on voit et qu'on a sur les médecins, on sait que les attentes financières sont pas primaire, on va dire primordial plutôt. C'est davantage l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui prime. Et donc ça passe par des horaires plus flexibles, par des modes de travail différents, salarial, libéral, mixte, par de l'exercice en groupe, par pouvoir s'organiser des jours de semaine off, etc., pour s'occuper des enfants ou autres. Donc c'est surtout ça aussi, enfin c'est ça qui va participer à l'attractivité de l'exercice libéral, de la médecine générale aussi, plus largement. Mais donc pour vous dire que l'aspect financier n'est pas forcément le plus important pour les médecins généralistes. Pour autant, 2 choses quand même, de travaux d'économistes qui montrent qu'en fait, dès lors que vous avez une revalorisation des actes dans la convention avec l'assurance maladie, et ben en fait, les médecins généralistes
comme les autres médecins, ils visent un revenu cible qui leur permet d'avoir le niveau de vie qu'ils espèrent. Une fois ce revenu atteint, ils ont la capacité, à cause ou grâce au paiement à l'acte, de réguler leur activité. Et donc en général, ils réduisent la voilure ? Ils vont réduire la voilure, Okay. Donc à observer dans un an, mais les travaux empiriques montrent qu'il y a plutôt une baisse de l'activité, et ça, dans le contexte actuel de raréfaction de l'offre médicale et de patients qui manquent de médecins traitants, c'est plutôt un problème. D'accord. Donc, ok, c'est en effet très intéressant. On vise un seuil de rémunération et on va pas chercher davantage de rémunération grâce à cette augmentation de... En moyenne, oui. Après, Okay. vous avez des médecins qui ont des comportements évidemment différents, mais en moyenne, c'est ce qu'on observe. Il y a un revenu cible, Okay. et les médecins peuvent adapter leur activité pour atteindre ce revenu. Ok, très intéressant. Et c'est vrai que pour les politiques, c'est sans doute justement... c'est pour ça qu'il y a des batailles dans les négociations, parce qu'ils savent que l'activité va peut-être du coup être réduite pour garder une certaine rémunération. Exactement. Ok. Donc, après, du coup, il y a des discussions sur justement les modes de rémunération qui sont adéquats, etc. Mhm. Et pour laisser un peu moins de place au paiement à l'acte, auquel sont attachés les médecins libéraux, mais qui a comme effet pervers justement cet effet un peu de demande induite, où le médecin peut ajuster son activité. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Beaucoup de choses, beaucoup de projets lancés, d'idées, de leviers. On conclut quoi ? Que ça reste compliqué et que la situation est dans tous les cas délicate ? Oui, complètement. La désertification médicale, c'est un processus complexe, avec des causes différentes, on l'a vu, le numerus clausus, les déterminants de l'installation des médecins, les aspirations des jeunes médecins, les frontières, les tâches des autres professionnels de santé, etc. Et donc, c'est un problème complexe qui, on l'a vu, appelle à différentes réponses étalées dans le temps, mais qui vont justement jouer sur ces différents déterminants dont on a parlé. Donc voilà, pas de réponse unique et simple à ce problème complexe, mais une addition de politiques à déployer et à évaluer dont on a parlé. L'équilibre en médecine générale, quelle année à peu près ? C'est compliqué, mais alors les projections, pour faire simple, nous disent que le nombre de médecins généralistes rapportés à la population va continuer de descendre jusqu'à 2028 à peu près. Après, il va réaugmenter doucement et on atteindra en 2035 un niveau de médecins généralistes par habitant similaire à celui de 2012. Ça ne veut pas dire que ce sera bien, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on n'est pas tout à fait au fond du... on n'a pas encore touché le fond, entre guillemets, et après ça va remonter doucement, et après ça augmentera de manière plus importante. Donc là, il y a encore une bonne décennie compliquée, en tout cas jusqu'à la fin de la décennie, mais avec toutes les mesures dont on a parlé, notamment de celles qui visent à libérer du temps médical, on a aussi de la marge de manœuvre en se réorganisant différemment pour faire face à ce choc. D'accord, super. Guillaume, merci beaucoup, c'était très clair, très précis. On a un petit peu compris l'ensemble de la problématique. Merci tout le monde, merci Guillaume, et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu ? Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.